Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité du 24 heures, la création originale du média Le 24 heures des étudiants de l'ISCPA Toulouse. Pour cette première émission, nous allons traiter du sujet de la crise migratoire en France et plus particulièrement la situation en Méditerranée. Pour cela, nous avons la chance de recevoir Gilles, bénévole de l'antenne Toulouse de l'association SOS Méditerranée, mais aussi notre journaliste Simon Barraud. Bonjour messieurs. Bonjour. Gilles, vous êtes donc bénévole pour SOS Méditerranée, une association civile et européenne, créée en 2015. Chaque année, vous sauvez des milliers de personnes qui tentent de traverser la Méditerranée et vous êtes aujourd'hui avec nous pour en parler un peu plus en détail et surtout de l'antenne toulousaine du coup, dont vous faites partie. À mes côtés tout au long de cette émission, Simon Barraud aussi. Vous allez revenir sur le scandale de l'Ocean Viking et faire un état des lieux du paysage associatif toulousain qui s'occupe des migrants et des réfugiés. Mais avant de lancer le premier sujet, je vais laisser soin à vous, Gilles, de vous présenter en quelques mots et votre vie en dehors de l'association. Et oui, merci donc d'avoir invité l'ONG, SOS Méditerranée. Moi, je suis un bénévole parmi la trentaine ou la quarantaine de bénévoles de Toulouse. On est 1 millier en France. Et moi, j'ai été consultant pendant 40 ans, consultant en développement de projet. Et depuis quelques années, je suis à la retraite. J'ai un peu de mal à dire, c'est un mot difficile, mais enfin, c'est ça. Et donc, j'ai co-créé l'antenne avec trois autres personnes en début 2017, l'antenne de Toulouse, un an après la naissance de l'ONG. Ok, maintenant qu'on en connaît un peu plus sur vous, est-ce que les jeunes Toulousains justement sont au courant des actions que vous menez Pour le savoir, notre équipe est allée prendre la température auprès des étudiants. Oui, bien sûr, on en entend beaucoup parler, tous ceux qui ont les bateaux, tous ceux qui essaient de sauver des gens en mer, tous ceux qui s'occupent aussi de l'accueil sur les côtes pour ceux qui ont réussi à traverser. Oui, elles font un taf remarquable. Ouais, c'est des personnes qui vont secourir les migrants qui sont en difficulté. Grâce à des bateaux et après ils vont les déposer sur les côtes françaises. Je pense qu'ils patrouillent dans les eaux internationales et puis ils repêchent les bateaux les plus en difficulté pour les ramener à bon port. Oui, j'en ai entendu parler, notamment quand l'Italie refusait les migrants, qu'il y avait un problème parce qu'il y avait une maladie à bord d'un bateau. J'avais entendu beaucoup parler des actions des associations françaises. Dans un monde idéal, les gens n'ont pas à bouger de chez eux et quand ils le font, ils n'ont pas de telles contraintes pour le faire qu'ils ne risquent pas leur vie. C'est bien parce que ça évite que des gens meurent et je pense que personne ne veut que des gens meurent spécialement. C'est très bien, ils font des choses très importantes pour aider des personnes qui sont dans le besoin et ils font des choses que certains gouvernements ne font pas et je trouve que c'est très bien ce qu'ils font et que c'est très important. Mais moi déjà je pense que le problème, il faut le prendre à la racine. Si les gens fuient, si les gens sont réfugiés, si les gens sont migrants, c'est parce que quelque chose ne va pas chez eux. Et ce quelque chose, je pense qu'on n'y est pas pour rien. Alors moi je suis d'accord pour dire qu'il faut aider les gens des pays les moins développés. Et après maintenant je dirais quand même que la France ne peut pas aider tout le monde malheureusement. On n'a pas le budget pour et quoi que ce soit, mais encore une fois c'est difficile de dire d'accueillir personne. Maintenant il faut que ce soit réglementé et que ce soit administré de manière simple et efficace. Alors nous venons de le voir à travers les réactions de ces jeunes, ils connaissent dans les grandes lignes ce que vous faites, mais pouvez-vous nous résumer en gros l'action que mène SOS Méditerranée ? Alors, deux choses. SOS Méditerranée, donc au niveau national, essentiellement pour récupérer, pour informer, mais aussi récupérer des dons, de l'argent pour faire fonctionner le bateau, puisque l'ONG SOS Méditerranée, c'est essentiellement le bateau. Donc il y a un certain nombre de salariés à terre, le moins possible, mais tout l'argent est destiné, récupéré par Marseille, qui est notre maison mère, mais aussi par la vingtaine d'antennes, vont pour faire tourner le bateau. Ça coûtait 14 000 € par jour, avec l'augmentation du fuel, on est plutôt à 20 000. Donc voilà, il faut beaucoup de sous pour faire tourner ce bateau. Et les antennes sont là pour le seconder. Vous voulez que je détaille tout de suite ce que font les antennes par rapport à... Oui.
Donc les antennes ont été créées un an après, en 2016. L'ONG et le bateau, l'Aquarius au départ, c'était de fin 2015. Et les antennes sont là pour en fait faire des sensibilisations, récupérer des dons et éventuellement, comment dirais-je, diffuser la bonne parole sur le fait qu'il existe des gens qui, forcés, veulent quitter la Libye pour aller en Europe. Je dis bien forcés, et que les moyens officiels de l'Europe ou de l'Italie sont inexistants. Donc c'est pour ça que les ONG ont pris SOS Méditerranée en premier, et puis d'autres ONG ont pris le relais en affrétant des bateaux pour aller sauver des gens qui sont en train de se noyer. Je dis bien sont en train de se noyer, c'est-à-dire se noieraient sûrement si les bateaux n'intervenaient pas. Ok, donc le nom de l'association c'est SOS Méditerranée, mais est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être plus précisément justement géographiquement votre zone d'action? Alors, le bateau, l'Ocean Viking, donc, de l'ONG, passe son temps à patrouiller dans les eaux internationales en face de la Libye, là où les bateaux commencent, les rafios, les canoës pourris, les bateaux en bois pourris, commencent à prendre l'eau et commencent à se disloquer et commencent à générer la mort dedans. Donc ces bateaux, lorsque les personnes sont récupérées, pour celles qui le sont, à temps, il s'agit de demander aux instances soit maltaises, soit italiennes, un port sûr pour pouvoir débarquer les personnes. Donc la zone, je ne sais pas si c'est votre question, c'est la Méditerranée centrale. 100% l'Ocean Viking patrouille en Méditerranée centrale. Et justement, ces personnes que vous sauvez, est-ce que vous auriez des chiffres à nous fournir Alors, les grandes données, alors à la hache ou à la cognée, si vous voulez, il y a 100 000 personnes qui, par exemple, en 2022, sont arrivées par la mer en Italie. Sur les 100 000 personnes, seulement 10% l'ont été grâce par les ONG. Ça veut dire que les autres sont arrivés par leurs propres moyens éventuellement, venant de Tunisie par exemple, mais récupérés par la marine italienne, la marine militaire italienne, soit par des bateaux commerciaux qui sont obligés de se détourner. Le droit maritime les oblige à se détourner à partir du moment où on leur signale un bateau en perdition. Et 10% seulement donc pour les ONG. Et à l'intérieur de ces ONG, SOS Méditerranée, donc en 2022, les chiffres, je crois, c'est 2500 personnes ont été sauvées récupérées, je dirais, par SOS Méditerranée. Depuis qu'SOS Méditerranée existe, c'est-à-dire depuis 2015-2016, c'est plus de 30 000 personnes. L'autre chiffre à mettre en comparaison, c'est les 20 000 morts qu'il y a eu depuis cette même date, qui, eux, n'ont pas eu la chance de croiser des bateaux X ou Y. Ok, on l'a vu dans le micro-trottoir, certaines personnes ne savent pas vraiment qui vous êtes ou ne suivent pas l'actualité, tout simplement. Comment vous faites pour communiquer sur vos actions? Alors, l'ONG SOS Méditerranée communique du mieux qu'elle peut au niveau national, je dirais. Je peux beaucoup davantage parler de ce que font les antennes et de ce que nous faisons à Toulouse, mais l'ONG a un site internet extrêmement bien fait. L'ONG embarque à chaque passage, à chaque récupération de personnes. Il y a toujours des journalistes tout à fait officiels, des photographes, des cinéastes, des journalistes qui peuvent témoigner que ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Ensuite, vous avez des relais, vous avez peut-être vu des choses sur Antenne 2, sur TF1, et puis surtout, c'est l'actualité qui fait qu'on en parle, comme par exemple récemment, lorsque l'Italie a refusé que le bateau accoste en Italie, et donc ils ont été obligés d'aller où vous savez.
Et justement, ça nous fait une transition toute trouvée pour la première chronique de Simon Barraud, qui va revenir sur l'affaire de l'Ocean Viking. Ouais, 3 semaines, c'est le temps qu'il a fallu pour que la situation se décante enfin au sujet de l'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée. 21 jours d'errance et de calvaire en mer pour les 234 réfugiés à son bord. Mais d'abord, qu'est-ce que l'Ocean Viking ? Eh bien, c'est le bateau qui a pris la relève de l'Aquarius, l'ancien navire humanitaire de l'association, qui aura permis de sauver des milliers de personnes en mer. Il sillonne depuis 2019 en Méditerranée centrale dans les eaux internationales situées entre l'Italie et la Libye. Et à son bord, un coordinateur ou une coordinatrice de sauvetage accompagnée de son adjoint, des marins sauveteurs, mais aussi une équipe médicale pour prendre en charge les soins des personnes rescapées à bord. Mais en octobre 2022, une des opérations de sauvetage menées par l'Ocean Viking est entravée. En effet, le bateau s'est vu refuser le droit d'accoster dans les ports de l'Italie. Et quelle est l'origine de cette situation, Simon ? Eh bien, Gwendoline, c'est notamment l'arrivée au pouvoir de la candidate d'extrême droite Giorgia Meloni. La dirigeante du parti Fratelli d'Italia a largement remporté les législatives avec pour principal chef de bataille la lutte contre les migrants. Et depuis son élection, elle a voulu durcir les conditions d'accueil des réfugiés et le problème avec l'Ocean Viking en est le parfait exemple. Meloni a tout simplement refusé d'accueillir le bateau humanitaire, quitte à violer le droit international en mer et par la même occasion engager un bras de fer avec la France. Dans les 43 demandes d'accès à des ports sûrs formulées par SOS Méditerranée auprès de Rome, aucune n'a été acceptée. Après des jours d'attente et de la condamnation ferme du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dénonçant un comportement inacceptable de l'Italie, la France annonce finalement accueillir l'Ocean Viking et les 234 passagers migrants à son bord à titre exceptionnel dans le port militaire de Toulon. Et une fois débarqués à Toulon, Simon, que sont devenus ces migrants ? Eh bien, la situation est assez floue. Avant que le navire accoste à Toulon, Gérald Darmanin avait déclaré qu'un tiers d'entre eux seraient relocalisés en France et que les autres seraient répartis ailleurs en Europe. Sur les 234 personnes arrivées dans le port militaire du Var, 44 étaient des mineurs et donc ont été prises en charge par le département. Cependant, 26 d'entre eux ont pris la fuite. Pour le reste de ceux qui étaient à bord, 66 peuvent toujours espérer recevoir l'asile en France, mais les procédures sont longues. La plupart sont toujours en attente d'être expulsés ou envoyés dans d'autres pays d'Europe. Certains sont déjà sous le coup d'OQTF. Une chose est sûre, le scandale de l'Ocean Viking est bien la preuve que la crise migratoire en Méditerranée est un problème loin d'être résolu, d'autant plus avec la montée progressive de l'extrême droite en Europe. Merci Simon. Gilles, cette chronique va me permettre de rebondir sur des sujets un peu plus globaux. Et ma question est la suivante. Comment faites-vous quand un bateau est refusé comme dans cette situation ? Comment ça se passe ? Alors là, il a été accueilli en France, donc on l'a vu, mais depuis tous les bateaux, et ça en fait un grand nombre. Je rappelle que donc il y a beaucoup de migrants de personnes qui sont récupérées de la noyade par la marine nationale italienne. Donc là, ils vont où ils veulent. Enfin, je veux dire, on n'en parle pas de ça. Hein. Et donc, les ONG, il n'y a pas que SOS Méditerranée, hein, qui demandent des ports. Maintenant, le ministère de l'Intérieur italien a donc vu que la France a commencé à être compliquée, donc en fait a trouvé une nouvelle stratégie d'orienter les bateaux vers des ports au nord de l'Italie et non pas du tout en Sicile ou vers le bout de la botte. Et simplement pour faire qu'ils mettent une journée et demie ou deux pour y aller et 2 journées pour repartir, et donc simplement pour ralentir les cadences avec un nouveau décret qui veulent transformer en loi, on ne sait pas où ça en est encore aujourd'hui, qui consiste à interdire les transbordements. C'est-à-dire que quand l'Ocean Viking, qui peut accueillir 300 ou 400 personnes, en a récupéré 36 parce qu'il y avait un bateau qui était en train de couler, il y avait 36 personnes, et s'ils demandent un port sûr en Italie, on leur dit d'abord que ça se passe au nord, à Livourne, en Côme, ce genre dans l'Adriatique ou sur la Méditerranée, et en plus de faire tout ce circuit que pour 36 personnes. Alors qu'avant, avec les différents bateaux, ils transbordaient les personnes pour repartir le plus vite possible là où ça se passe mal. Donc pour le moment, on est plutôt sur des ports au nord de l'Italie. Ok, ça va nous permettre de passer du global au local avec un focus sur vous, Gilles, et la situation à SOS Toulouse, SOS Méditerranée Toulouse.
Nous allons faire un état des lieux de la situation à Toulouse avec Simon. Simon, est-ce que la ville rose a de quoi faire face à cette situation migratoire? Oui, Gwenda, la ville de Toulouse regorge d'associations et celles pour aider les réfugiés et les migrants en font pleinement partie. Que ce soit les actions au niveau des centres de rétention, de l'aide juridique ou encore d'autres qui aident ces personnes à s'insérer au mieux dans leur nouvelle vie, elles sont nombreuses à agir dans la ville rose. Depuis le début d'année, les cas se sont multipliés ici et ce n'est pas la future loi sur l'immigration présentée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui va arranger les choses. Nous sommes partis à la rencontre de Maureen Kochenek. Elle est chargée de l'accompagnement et du droit d'asile pour l'association Forum Réfugiés 31, basée à Toulouse. Elle nous a parlé un peu plus en détail du processus, plus que complexe pour les réfugiés à leur arrivée sur le territoire. Les personnes nous sont orientées par l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est le ministère de l'Intérieur. C'est eux qui décident quel demandeur d'asile va dans quelle structure. Et du coup, une fois que nous, on a eu l'orientation, on va se mettre en lien avec le centre où est-ce qu'ils sont à ce moment-là pour organiser leur arrivée. Et donc on les accompagne de là où est-ce qu'ils en sont dans la procédure. Souvent c'est au début, peu de temps après leur arrivée, jusqu'à éventuellement l'obtention de leur protection. Et s'ils obtiennent la protection, ça peut aller jusqu'à un accompagnement de 6 mois. Des actions diversifiées donc, qui répondent à une réelle augmentation du flux migratoire à Toulouse depuis 3 ans maintenant. À une époque, on va dire qu'à partir de 2019, Toulouse avait... À Paris, à l'OFII Paris, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe à Toulouse? Pourquoi il y a une telle augmentation? On est à peu près dans des flux depuis 2019 à Toulouse qui sont équivalents à Marseille, alors qu'on n'est pas du tout sur la même taille de ville. Ce qui peut expliquer, c'est les changements migratoires. On est passé d'arrivées de la Libye plutôt avec des arrivées depuis le Maroc. Et du coup, arrivées Maroc, Espagne et Toulouse, qui est la première ville. L'association HUBA 31 répond à des appels d'offres du ministère de l'Intérieur au niveau local. Et je voulais savoir, de votre côté, agissez en collaboration avec les départements de la région, ou en tout cas, est-ce qu'ils vous aident dans certains domaines? Alors oui, sur Toulouse, on est en relation avec les gros donateurs, la région Midi-Pyrénées, le conseil départemental 31. Ça c'est pour les sous, et c'est des sommes relativement importantes. Le département donne 100 000 euros chaque année depuis 3 ans. La région a donné 50 000 euros et a renouvelé, je crois. Après, nous avons tout un tas d'actions, je ne sais pas si on en parlera, en tant qu'antenne, pour informer, pour sensibiliser, pour aider. Et vous me posez la question sur les autres associations. Nous, on est en contact, bien sûr, avec tout un tas d'associations liées à l'humanitaire, liées à l'accueil, qui, lorsqu'ils font des manifestations, des événements, des spectacles, qu'on ne ferait pas nous-mêmes, si on a la possibilité d'avoir un stand à côté du leur, bien sûr, on y va, et ça nous permet de communiquer et de récupérer des adresses e-mail, puisque c'est un peu notre rôle d'alimenter la maison mère en adresse e-mail, à qui, après, on envoie des news sur l'État et éventuellement des appels aux dons. Donc on le rappelle, vous faites partie de l'antenne de Toulouse. Comment, depuis Toulouse, vous avez un impact sur la situation en Méditerranée et plus particulièrement, quel est le cœur de votre mission à Toulouse? Alors, on peut aider en sensibilisant des tas de gens qui peuvent faire remonter un petit peu l'information sur Paris. Je dirais, on a à une époque rencontré tous les députés, tous les sénateurs de Haute-Garonne. Ça, c'est un travail un peu spécifique, mais on aide parce qu'on ramène des dons. L'antenne de Toulouse organise des spectacles. Donc, je vous disais, les bénévoles sont présents sur des stands, donc ça permet aussi des fois de récolter des sous qui sont envoyés à Marseille. Donc là, on aide le bateau. À notre petite échelle à nous, il y a une vingtaine d'antennes, je le disais tout à l'heure. L'action, donc pour la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire l'action, le cœur de notre action, c'est d'être présent partout dès qu'on peut. Donc sur les stands, sur les événements musicaux par exemple, ou d'organiser des expos.
On a eu une grosse exposition, des panneaux qui pouvaient s'installer dehors, qui restaient 3 semaines sous la pluie, des choses vraiment énormes qui expliquaient tout le travail de l'ONG. Elle a eu lieu à Toulouse, elle a eu lieu à Nailloux, elle a eu lieu en Ariège, puisque on est en contact aussi avec l'Ariège et avec Carcassonne qui est née, qui est une antenne relais qui est née il y a quelques jours. Et on a donc un travail de sensibilisation très très important également, comme on le fait au niveau des écoles de journalisme, par exemple, mais on le fait beaucoup au niveau du primaire, au niveau du collège, des lycées, au niveau des grandes écoles, au niveau du service civique. On fait des interventions, des conférences du service civique, et on essaye de toucher la société civile, qui est la chose la plus difficile, je dirais, c'est quand on sort un peu ce qu'on appelle de l'entre-soi. Par exemple, les clubs Rotary, pour essayer de récupérer des sous, encore une fois, mais aussi de sensibiliser les gens qui n'iraient peut-être pas sur un stand, de se balader le samedi et le dimanche sur un stand d'Amnesty International. Ok. Merci Gilles. Avant de rendre l'antenne, je vais vous laisser peut-être un petit mot de la fin à dire à nos spectateurs. Alors, un petit mot de la fin. Bonne année, non que les antennes se développent, alors un peu comme pour les Restos du Cœur, que l'ONG disparaisse parce qu'elle n'a plus aucune utilité, ça c'est rêvé, puisque ça fait 20 ans que les gens se noient dans la Méditerranée centrale. Donc souhaiter encore plus d'antennes ou encore plus de bénévoles, je dirais, pour diffuser encore plus la bonne parole, récupérer encore plus de sous, pour faire que le bateau tourne toujours dans de bonnes conditions, compte tenu du contexte. Et je disais encore, le prix du fioul, on n'y pense pas, mais ça impacte le bateau, c'est monstrueux. Eh bien, merci voilà. Gilles, il me reste à vous remercier de votre venue déjà. Mais merci à vous. Un grand merci également à vous Simon, journaliste en plateau, notre régisseur Louis Lebar qui était au fourneau, et Yasmine Amadiou derrière les caméras. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission sur le thème de l'écologie et de l'environnement. Bonne fin de journée.